Ok, salut à tous, bienvenue chez Studio Tempérament. Alors aujourd'hui, on va voir comment mixer une batterie VST, donc une batterie électronique. En l'occurrence, là, ça va être Addictive Drum. Et du coup, on va voir comment mixer cette batterie tout en restant le plus naturel possible, mais quand même avec un trig sur la grosse caisse et la caisse claire pour avoir une batterie qui tape. Parce qu'en l'occurrence, là, on va bosser sur du post-hardcore, donc clairement, on cherche pas une batterie jazz. Tout ça sans que ça sonne hyper compressé, hyper moderne, comme on voit dans le métal moderne, avec ce son de batterie relativement typique qu'on voit sur plusieurs productions, etc. Donc en gros, comment avoir pas du tout ce son? Allez, c'est parti. Donc j'ouvre ma session, et ce que je vous propose dans un premier temps, c'est que déjà on écoute le morceau, la partie sur laquelle on va bosser. Côté Deftones. Ok, donc le premier truc qu'on peut remarquer, c'est que ici, j'ai fait deux pistes. Pourquoi deux pistes? Parce que du coup, la première piste, c'est notre piste de batterie avec tous les éléments de batterie. Donc là, c'est notre Addictive Drum. Hop, voilà. Donc moi, j'ai choisi du coup la batterie qui vient du pack Fairfax Volume 2. Je me suis parti d'un preset qui s'appelle Big OH and Room. Et en fait, le Big OH, c'est pour le Big Overhead et Room. Et ce qui est intéressant sur ce preset-là, il n'y a pas de son en direct, c'est-à-dire que le son de la batterie, c'est uniquement les overheads et la room. Donc quelque chose de très naturel. C'est intéressant parce que quand on regarde effectivement le mixeur de ce preset-là, bah, tout est à zéro, quoi. Tout a été enlevé. Donc on va écouter déjà la batterie. Déjà la batterie sans trigger, sans rien, juste naturel, sortie d'Addictive Drum. Donc ce que j'ai fait quand même là-dessus, j'ai fait en sorte d'avoir une grosse caisse et une caisse claire quand même qui sortent du mix global de cette batterie. D'avoir quand même des cymbales qui soient présentes, qui soient naturelles, etc. Ça c'est pareil, c'est vraiment des choix artistiques. C'est-à-dire que là, pour du post-hardcore, on va chercher un son de batterie relativement naturel, le plus naturel possible, avec des cymbales qui puissent être devant, etc. Comme si tu vois, tu étais un peu dans la pièce et que tu voyais le groupe jouer. C'est un peu l'inverse d'une production, par exemple, qu'on pourrait faire, je sais pas, sur du métal très moderne, avec des cymbales relativement en arrière, tu sais, pour favoriser la grosse caisse et la caisse claire. Donc le son. Ce son d'Addictive Drum, il va passer dans une simulation de console. Alors là, en l'occurrence, moi j'ai utilisé le Waves NLS Channel, je trouve qu'il marche plutôt bien. Et j'ai boosté un petit peu le drive, c'est-à-dire la saturation. Alors quand on parle saturation, attention, c'est saturation très très douce de console, c'est pas la saturation sur un ampli de gratte. Donc on écoute avec essence. Donc là c'est avec. Et on va faire ça. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que déjà le son il est plus plein. Il grossit globalement le son de cette batterie-là. Et du coup, il la rend plein sur tout le spectre. Là-dessus, j'ai mis un petit EQ. Et vous voyez, alors, tout petit. Tout simplement, en fait, j'ai coupé les extrêmes bas. Donc là, c'est aux alentours de... Alors moi, j'ai fait un cut à 20 Hz. Mais bon, quand on voit la pente, ça remonte un petit peu plus haut. Donc là, c'est vraiment parce que ces extrêmes bas-là, on n'en a absolument pas besoin. Et que du coup, même de faire un premier lifting, ça sera pas mal après pour la fin de notre mix et le mastering. J'ai fait un petit cut aussi sur ces fréquences très aiguës, enfin relativement aiguës. Voilà, j'ai coupé 0,5 dB, c'est pas grand chose. Et j'ai fait un mini cut qu'on voit à peine ici, là, voilà, sur les 20 Hz aussi. Voilà, parce que des fois les cymbales, etc., ça claque bien. Donc, je suis parti de ce son relativement naturel, ok. Je l'ai un tout petit peu pimpé avec ces deux plugins, mais franchement, j'ai quand même pas fait grand chose, on est d'accord. L'idée, c'est que je me suis attardé, le gros du travail, c'est le son premier. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pensé comme un enregistrement. C'est-à-dire qu'à l'enregistrement, en tout cas pour moi, en tant que producteur, ce que je trouve le plus important, c'est que le son il soit bien dès l'enregistrement. C'est-à-dire peu importe que tu enregistres, je sais pas, une guitare, un chanteur, une chanteuse, une basse, peu importe. T'as beau mettre tous les effets du monde, etc. En post-production, ça rattrapera pas la qualité de son à la base. Donc j'ai respecté cette philosophie
sur mon Addictive Drum, c'est-à-dire que au-delà de la composition, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Une fois la batterie composée, après, voilà, j'ai vraiment passé du temps à sélectionner le son qui me semblait le plus naturel, qui fitait le mieux avec le morceau. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez ici, alors j'ai marqué Trig Fat. Alors pourquoi Trig Fat? Parce qu'il y a deux trigs, il y a un Trig Fat et un Trig Soft. Donc le Trig Fat, vous l'aurez compris, c'est pour les passages avec des grosses grattes saturées, les moments où ça doit péter. Et le Trig Soft, c'est les passages plus tranquilles. Je vais vous faire écouter d'ailleurs, pendant qu'on y est. Passage plus tranquille ici par exemple. Voilà, donc là on est sur une batterie qui tape un petit peu moins, etc. Elle est toujours triguée, mais le trig du coup va être plus doux. Donc le trig, le fameux trig. Pour éviter que ça sonne comme une batterie métal très très moderne, etc. Alors j'ai rien contre ce son, hein, c'est juste que là, par rapport à ce style de musique, c'est pas du tout ce qu'il nous fallait. Ok, donc le trig de notre batterie. Au début de la vidéo, on a dit voilà, il faut qu'on ait une batterie le plus naturelle possible, tout en tenant compte que c'est une batterie VST, etc. Mais par rapport au style de musique, donc là on est plus sur du post-hardcore, on va chercher une batterie naturelle. Une batterie naturelle, cependant, quand on l'enregistre, c'est possible des fois de manquer de corps au niveau de la grosse caisse, de la snare, etc. Donc c'est possible des fois de venir la pimper un peu, de la grossir avec des samples, donc ce qu'on appelle un trigger, etc. pour donner plus d'impact du coup sur le kick et plus d'impact sur la caisse claire. C'est aussi possible de trigger des toms, etc. Mais pour cet exemple, on va faire juste grosse caisse claire. Donc notre son de batterie, il est comme ça, on écoute. Ok, du coup je vais rajouter le trigger. Donc c'est clairement le jour et la nuit. Déjà sur les fréquences, c'est-à-dire que le trig, au-delà du fait qu'il gonfle le son de la batterie, etc., grâce au kick, il va nous ramener des bas. Donc des bas qui sont quand même intéressants de garder dans cette drum, même si après il y a la basse, etc. Et du coup, il va nous donner ce trig-là aussi, une sensation d'espace, une sensation d'épaisseur, et ce côté, effectivement, ouais, une sensation d'espace, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'au niveau des samples, moi, que je suis allé chercher pour mon trigger, je suis allé chercher des samples donc, de batterie naturelle, mais quand même très punchy, mais surtout qui ont été enregistrés avec une grosse room, c'est-à-dire avec une grosse reverb room qu'on entend bien sur chaque sample. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on écoute le trigger tout seul, et vous allez vous en rendre compte. On l'entend bien. Donc, sur la grosse caisse et sur la caisse claire, alors évidemment, vous allez me dire, oui, c'est surtout sur la caisse claire. Oui, sur la caisse claire, il y a une grosse room naturelle. J'insiste sur le fait que ce trigger, il est naturel, c'est-à-dire que ce sont des sons que je suis allé chercher qui sont comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet sur le trigger et il n'y a pas d'effet de scène, c'est-à-dire que la caisse claire ne passe pas dans une reverb, etc. Donc vraiment, le travail a été fait en amont sur le choix des sons, et ça, j'insiste, le travail en amont, en production musicale, pour moi, c'est vraiment le plus important. Donc, si on réécoute cette caisse claire, bon, tout le monde a entendu la room, hein, elle est quand même sacrément patate. Elle va venir compléter le son de caisse claire de la première drum, celle qui vient d'Addictive Drum. Alors, elle sonne anémique à côté. Ok. Mais c'est intéressant parce que ce son de batterie anémique se complète à merveille avec ce son de batterie fat. Et sur la grosse caisse, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il y a une room sur la grosse caisse, écoutez bien. On entend bien la pièce. Donc le son de la pièce, le son de la room, c'est très très important pour une batterie qui a besoin de respirer, c'est-à-dire une batterie qui a besoin d'être naturelle dans des styles de musique qui ont besoin de ce genre de batterie. Donc post-hardcore, c'est très très bien pour ça. Je ne sais pas si vous pensez à Amen-Ra, si on pense à Housebreaker, etc. D'avoir une batterie extrêmement compressée, avec très peu de room, presque machine électronique, ça irait pas du tout avec ce style musical. Alors ça irait avec d'autres styles, mais pas avec celui-ci. Donc pour celui-ci, effectivement, le son de la room est très très important. Ce qui est intéressant aussi avec cette room, c'est que ça donne une sensation d'espace, ça recule un petit peu la batterie, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'elle est juste devant nous, complètement sèche, etc. Et du coup, elle va mieux s'intégrer dans le mix. Une fois que les sons vont bien ensemble
et que certains sons possèdent une reverb à l'intérieur même du son, c'est le cas, on l'a vu pour notre trigger avec notre grosse caisse claire, il n'y a pas forcément besoin ensuite d'envoyer tout ça dans un bus de drum, de rajouter une reverb de room sur ce bus de drum, etc. C'est-à-dire qu'on s'économise un certain nombre de traitements si à la source les sons sont bien gérés. Quand on écoute la batterie en contexte, on se rend compte que la drum elle prend bien sa place quand même. Regardez, on réécoute. Voilà, donc grâce au trigger, la batterie elle prend sa place. Elle est quand même grossie. Au niveau des impacts, le trigger, à la base c'était ça aussi le but, c'est de lisser, de faire en sorte que chaque transitoire du kick, de la snare, etc. soit égal. On va dire plutôt de volume égal. C'est-à-dire que sur un batteur qui joue, même le meilleur batteur du monde, etc., il y a un facteur humain, c'est-à-dire que les coups de grosse caisse au pied ou les coups de snare, de caisse claire à la main, ils peuvent être très proches, ils vont jamais être totalement égaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on cherche quand même à reproduire, même avec des batteries électroniques, en changeant la vélocité des coups, etc. Mais c'est aussi quelque chose qu'on veut limiter. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un petit peu de variation dans le jeu de la batterie, du batteur, pour ce genre de musique où on cherche quand même quelque chose de naturel. Mais du coup, il ne faut pas que ça soit trop abusé. Donc le trigger, au-delà du fait qu'il a son rôle d'EQ, d'espace avec la reverb room, il a aussi cette fonction en fait de lisser, de mettre la grosse caisse et la caisse claire sur un volume égal. C'est-à-dire que sur le trigger, on ne va pas chercher de nuances comme je vais pouvoir aller chercher de la nuance sur ma piste d'Addictive Drum. Le trigger, il va toujours être déclenché et taper au même volume. C'est-à-dire que les grosses caisses ou les caisses claires vont toujours taper pareil. Et ça permet d'uniformiser les attaques de la batterie. Donc ça, c'est très très important. Après, le secret pour ce genre de musique-là, c'est-à-dire qu'on va fondre le trigger après sous la batterie originale, donc soit une vraie batterie, soit une batterie Addictive Drum ou peu importe le VST que vous utilisez. Mais on va faire en sorte que le trig, ça soit juste un soutien de cette batterie-là, qui se mélange bien avec le reste, mais que ça soit pas, qui passe pas devant. On va faire un test. Si je le passe devant, on va voir ce qui se passe. Donc là, il est à moins 8 dB. Ce que je vous propose, on va lui donner, allez, on va l'augmenter direct de 8 dB, bim. Et on va le faire passer vraiment devant, et on va écouter. Voilà, ce qu'on se rend compte, c'est que évidemment, ça grossit le son de la batterie, ça c'est indéniable. Mais par contre, ça fait sortir la batterie du mix, c'est-à-dire que la batterie, d'un coup, elle devient très très fort. Bon, ça, vous allez me dire, c'est qu'une question de volume, ça peut se régler, etc. On est tout à fait d'accord. Mais par contre, ça sort la batterie du mix, et ça, pour le coup, c'est déjà plus un problème. C'est-à-dire que là, la batterie est vachement plus sèche, même si on a ces sons de trig avec une room intégrée. La batterie est beaucoup plus machine et beaucoup plus agressive, se fond moins, on va dire, avec les fréquences de la guitare et de la basse. Donc c'est pas du tout ce qu'on cherche. Ça, c'est un autre point qui est important de pointer, de prendre en compte. C'est-à-dire que sur ce genre de musique, pour un rendu naturel et réel, tout en étant puissant, il faut qu'on entende les transitoires, c'est-à-dire qu'il faut qu'on entende cette grosse caisse et cette snare qui tape, mais il faut que ça soit quand même relativement intégré dans le mix, intégré dans le son. En fait, on va penser comme si on était soit en concert, soit dans une salle de répétition, à côté d'un groupe, et qu'on entend le groupe jouer. C'est-à-dire que la batterie, elle n'est pas 15 dB au-dessus du reste, elle est fondue dans l'ensemble, et c'est ça qui nous donne le côté live. Voilà, c'est peut-être le terme que j'aurais dû utiliser depuis le début dans cette vidéo, c'est du coup comment faire en sorte d'avoir une batterie qui sonne live. Donc là, on a le trick très très fort, on réécoute vite fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le baisser petit à petit. Voilà, et là c'est vraiment intéressant aussi parce qu'on se rend compte qu'en le baissant, on garde toujours les impacts, notamment du kick, c'est-à-dire qu'on garde une certaine patate, un côté rythmique, un côté qui entraîne, c'est-à-dire que ce genre de musique, quand même, il faut qu'il y ait de l'énergie. On garde aussi une caisse claire qui tape, mais simplement moins fort et reculé au fond du mix, c'est-à-dire qu'on garde les transitoires, on garde cette pêche
sans avoir ce côté hyper sec. Mais on arrive au meilleur des deux mondes, c'est-à-dire obtenir des transitoires, de la pêche, tout en ayant une batterie où on n'a pas l'impression qu'elle est juste devant nous, donc une batterie que j'appellerais un petit peu reculée. Ensuite, sur la deuxième partie, donc sur la partie du couplet, on réécoute vite fait. Voilà, sur la batterie du couplet, c'est le même principe. C'est-à-dire que à la base, à la source, j'ai travaillé un son de batterie sur Addictive Drum, c'est toujours le même preset. J'ai travaillé des vélocités, mais ça fera l'objet sûrement d'une autre vidéo parce que c'est un sujet à part entière. J'ai travaillé des vélocités beaucoup plus douces, d'accord, c'est-à-dire des impacts moins agressifs, ce qui a pour effet de reculer le son de la batterie. Je vous propose qu'on écoute juste le son d'Addictive Drum sans le trig. Ok, donc déjà on sent que c'est moins agressif, moins patate. Et après sur ce son qui est plus doux que le passage d'avant, on va aller chercher un trig qui lui aussi est plus tranquille. Voilà, je suis allé chercher beaucoup moins de kick pour entendre un kick un peu plus vivant avec des différences d'intensité, de vélocité sur le passage. Et je suis allé chercher un sample de caisse claire avec une grosse room, mais que j'ai mixé vraiment pas fort. C'est-à-dire que j'ai intégré ça sous ma batterie Addictive Drum pour élargir le son de la caisse claire sans lui donner trop d'attaque et sans lui donner le côté bam, bam. Parce que là, on est sur un couplet, je veux dire, son clair, quelque chose de très atmosphérique. Là, l'idée, c'est d'aller chercher encore plus de room que sur le passage précédent. Et les deux ensemble. Voilà, on va faire peut-être une comparaison avec le passage d'avant. Vous allez voir. Voilà, donc l'idée, la philosophie derrière tout ça, c'est de respecter le jeu et l'intensité qu'un vrai batteur mettrait sur un morceau comme celui-ci. Donc, que ça soit en répétition, en live, etc., le batteur, il va taper sur les moments où c'est le moment de taper, donc les moments avec la saturation, le refrain, les moments où ça crie, etc. Et du coup, il va retenir ses coups, il va retenir son intensité de frappe sur les passages son clairs, les passages qui sont beaucoup plus doux, etc. Donc, je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on entend bien ici, là. Voilà, et pour obtenir cet effet-là, donc, il faut jouer sur la vélocité de ce passage-là et de ce passage-là. Donc vélocité plus forte ici et vélocité plus douce ici. Et on va faire la même chose sur du coup le trigger, c'est-à-dire que les choix des sons sur les passages forts et les choix des samples, enfin des sons sur le passage doux, il faut qu'ils soient faits en conscience. Donc là, en l'occurrence, le kick, c'est le même. Mais par contre, je suis allé chercher une snare avec beaucoup plus de room, voilà, sur le passage couplet justement atmosphérique, et une snare qui tape plus avec quand même de la room, mais un peu moins que sur ce passage-là, pour les passages plus patates. Voilà. Et après, on passe de l'un à l'autre, c'est ce qui nous donne une batterie vivante, et c'est à l'oreille aussi ce qui va nous donner une sensation de changement dans le morceau. Par exemple, je vous propose pour finir, on écoute, c'est-à-dire le passage du couplet à une forme de refrain, ou du moins voilà, une partie plus intense. On écoute, c'est parti. Donc là, c'est quand même assez net, c'est-à-dire que la transition d'un passage à l'autre, déjà au moment où ça rentre, du coup, on sent effectivement
on sent comment on appelle ça, une transitoire bien puissante du fait que c'est le trick fat qui rentre. Donc avec voilà, cette grosse caisse, on sent l'impact en fait. Voilà. On sent un meilleur impact à ce moment-là. C'est exactement ce qu'on va chercher. C'est-à-dire que dans ce genre de musique, il ne faut pas que ça soit tout le temps à fond. Donc on va aller chercher des nuances, on va aller chercher des impacts au moment où il en faut, et on va aller chercher une retenue justement dans ces transitoires, dans ces coups, au moment où il en faut aussi. C'est ce qui du coup va répondre à notre questionnement de base, c'est comment on traite une batterie VST, donc une batterie électronique, de la manière la plus naturelle possible. Voilà, donc si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est une chaîne qui est toute récente. Je viens juste de la lancer. Moi, je fais une petite présentation rapide. Je m'appelle Nicolas Gasparotto. Je suis producteur de musique depuis plus de 15 piges. Ça fait très très longtemps en fait que je produis voilà, pour différents types d'artistes, surtout des artistes alternatifs. Et en fait, à force de m'entendre dire « Ah, mais Nicolas, il faut que tu partages un peu tes trucs et astuces sur YouTube, etc. » Je me suis dit, allez, c'est le moment de lancer cette chaîne YouTube. C'est le moment de vous partager un petit peu mon travail de producteur. Donc à la fois composition, mix, master, et puis le côté direction artistique aussi, parce que je trouve ça très 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 important. C'est-à-dire que la direction artistique, c'est vraiment ce qui va faire la différence entre un morceau ou un autre, quoi. Ok, bon, si ça vous a plu, j'insiste, abonnez-vous, soutenez les chaînes toutes récentes, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.